Dag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, actuellement, les taux d'infection, les hospitalisations, les décès sont tous encore en diminution. Cependant, le nombre de patients en soins intensifs ne semble plus guère diminuer, peut-être d'ailleurs augmenter depuis quelques jours, et une petite augmentation du nombre de nouvelles infections fait que nous pourrions, je dis bien nous pourrions, c'est du conditionnel, avoir une légère augmentation du nombre de cas dans les jours qui viennent. En tout cas, actuellement, dans la situation actuelle, nous sommes toujours sur le plateau que nous connaissons maintenant depuis pratiquement 3 mois. Ceci dans un contexte, si on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, où les magasins sont ouverts, les écoles sont ouvertes, en dehors des vacances actuelles bien sûr, et dans lequel certains métiers de contact comme les coiffeurs ont pu rouvrir. Nous sommes toujours aussi en hiver, et ceci est un contexte dans lequel les résultats que nous avons actuellement sont pour le moins positifs. Des temps meilleurs vont certainement venir, non seulement parce que le printemps va arriver, mais parce que la couverture vaccinale va s'étendre de plus en plus. Mais actuellement, dans ce contexte de plateau, une persévérance dans les précautions que nous prenons, une patience supplémentaire, et je sais qu'elle n'est pas facile pour une bonne partie d'entre nous, est encore nécessaire. Il faut tenir bon et cette patience paiera dans un délai qui n'est pas trop long. Au niveau des chiffres, nous avons actuellement 1813 nouvelles contaminations par jour. Ceci est une diminution encore de l'ordre de 12% sur base hebdomadaire, mais il faut bien constater que aussi, probablement dans le contexte justement de fermeture des écoles, nous avons une diminution du nombre de tests qui est de l'ordre de 17%. Le pourcentage de tests positifs reste extrêmement stable et varie entre 5 et 5,4% à peu près. Il est de 5,2% actuellement. Et donc tout ceci entre toujours bien dans le contexte de stabilisation dont nous vous parlions. Cette baisse du nombre de contaminations, vous le voyez sur la carte, est principalement observée en Wallonie avec moins 16% et en Flandre avec moins 12%. Au niveau de Bruxelles-Capitale, la situation est assez stable, il y a plus 1%, et vous voyez que parmi les différentes provinces, on a plus 1%, donc une situation stable aussi au niveau du Luxembourg. Simplement, elle n'accompagne pas la diminution plus nette qui est observée dans les autres provinces ou les autres régions. Si on s'intéresse au nombre de nouveaux cas, en nombre absolu, c'est toujours actuellement en Flandre orientale, suivi d'Anvers et de Bruxelles, que ce nombre de cas est le plus important. Si sur la diapositive suivante, on s'intéresse aux tranches d'âge, on se rend compte effectivement que le nombre d'infections diminue essentiellement chez les enfants et les adolescents, moins 22%, suivi des personnes les plus âgées, celles de 90 ans ou plus, avec moins 20%. Je pense que vous êtes nombreux à vous intéresser à savoir où en sont les variants dans notre pays. On peut dire que pour les 2 dernières semaines, on estime qu'il y a 37,4% des infections qui sont causées par le variant britannique, donc un gros tiers des cas. Qu'il y a 4,6% qui sont liés au variant sud-africain. Cette présence du variant britannique, même si elle est conséquente, plus d'un tiers des cas, on l'a dit, montre une légère augmentation par rapport à la semaine précédente, mais une augmentation qui est moindre que celle que l'on a pu craindre. Le variant brésilien vient d'apparaître, ou plutôt vient d'être détecté sur notre territoire. En faible quantité, il y a actuellement 8 cas qui ont été reconnus. Si on s'intéresse aux hospitalisations, là aussi, elles sont un peu moins nombreuses que la semaine précédente. On a eu en moyenne 120 nouvelles admissions à l'hôpital par jour et on voit très bien sur la courbe qui est devant vous que ceci est une situation qui reste elle aussi sur un plateau. C'est 4% de moins que la semaine précédente. C'est essentiellement lié au fait qu'il y a actuellement moins d'admissions venant de personnes issus des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. En décembre, pour vous donner un exemple, 18% des patients qui étaient admis à l'hôpital venaient des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, alors qu'il n'est plus que de 8,5% actuellement.
Ceci est probablement un premier signe montrant l'impact de la vaccination dans les maisons de repos qui ont été les premières couvertes à partir de début janvier. Ceci nous amène à avoir actuellement un peu moins de 1600 patients, en l'occurrence 1589 patients hospitalisés pour Covid, ce qui représente une baisse de 3%. On vous le signalait en préambule, on a effectivement une situation un peu en contraste au niveau des soins intensifs, puisque à ce niveau-là, on a 6% d'hospitalisation en plus, en l'occurrence 313 patients qui sont en soins intensifs, essentiellement représentés par des patients issus de Flandre orientale et du Hainaut. Ces deux provinces, au niveau des soins intensifs, forment 36% de l'ensemble des lits pour notre pays, actuellement occupés par des patients Covid. Au niveau des décès, heureusement, on continue à avoir une légère diminution puisque nous déplorons 39 décès et vous marquez à nouveau qu'on est entre 39 et 42 décès par jour depuis déjà un certain temps. Ce nombre de décès est 8% de moins que ce qu'on avait sur la moyenne de la semaine précédente. Chiffres plus encourageants, ce sont les chiffres de la vaccination qui, même si elle a eu un certain ralentissement durant la dernière semaine, nous montrent qu'actuellement nous avons eu 378 000 patients qui ont été plutôt citoyens, pas patients, qui ont été vaccinés dans notre pays par rapport à 350 000 lors de notre dernière conférence dont on parlait de ce sujet, et 230 000 plutôt que 130 000 ont reçu leur deuxième dose. Il est très clair que la deuxième dose a occupé beaucoup de la place de la vaccination actuellement, essentiellement dans les maisons de repos et dans le personnel de santé des hôpitaux. Nous avons ainsi une couverture de 17% des plus de 80 ans de notre pays qui ont reçu une première vaccination et de 14% qui ont reçu une deuxième vaccination. Thème habituel du vendredi, les maisons de repos et de soins. Et là, on peut dire que nous avons une éclaircie persistante puisque tous les facteurs, qu'il s'agisse des contaminations, qu'il s'agisse des groupes importants, des clusters significatifs, qu'il s'agisse des décès, qu'il s'agisse des hospitalisations, tout va dans le bon sens à ce niveau-là. Tous les paramètres sont en baisse. Si on s'intéresse au nombre de nouveaux cas par 1000 résidents dans les maisons de repos, on se rend compte qu'en Wallonie, on est passé de 3 à 2,4, à Bruxelles de 4,7 à 1,7 et en Flandre de 4,5 à 2,9. Autre paramètre, le nombre de maisons de repos dans lesquelles on a eu au moins un cas. On est passé dans ce contexte-là de 12% des maisons de repos en Wallonie à 10%, de 13% à 11% à Bruxelles et de 14% à 12% en Flandre. Si on s'intéresse aux grands foyers, ceux de plus de 10 cas, on passe de 2-3% en Wallonie-Bruxelles à 1% et en Flandre de 5% à 3%. Dans le dernier graphique, vous allez voir effectivement le nombre d'hospitalisations venant des maisons de repos et de soins qui a continué à diminuer. On vous l'a déjà signalé avec une chute de 29% en une semaine. Enfin, le nombre de décès chez des résidents de maisons de repos et de soins est passé de 158 à 146 entre la semaine précédente et celle-ci. Thème de la journée, vous donner les informations fiables concernant le troisième vaccin qui est apparu en Belgique, le vaccin d'AstraZeneca. Ce vaccin est apparu depuis le 12 février et donc vient enrichir notre arsenal qui était composé jusqu'à présent de vaccins ARN messager de la firme Pfizer ou de la firme Moderna. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de discussions et beaucoup d'informations, je dirais, entachées d'erreurs concernant ce vaccin. En partie liées au fait que, dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, ils ont temporairement arrêté cette vaccination parce que, avec les souches sud-africains, dans leur population, une partie des gens vaccinés présentaient encore des symptômes légers à modérés de l'infection s'ils étaient infectés par cette souche spécifique. Rien n'indique, par contre, en Afrique du Sud aussi, que cette vaccination ne protège pas contre les formes graves. Or, la protection contre les formes graves est cruciale.
c'est elle qui nous intéresse en santé publique, c'est elle qui pose un problème tant pour l'individu qui est hospitalisé et qui risque de décéder que pour la conservation d'un système de santé qui soit adéquat. Il faut éviter au maximum que les personnes n'arrivent au niveau de l'hôpital. Il existe aussi une certaine confusion concernant les tranches d'âge couvertes par ce vaccin. Un certain nombre de pays, dont la Belgique, ont décidé de n'administrer ce vaccin que dans la tranche d'âge entre 18 et 55 ans pour la Belgique, 65 ans pour d'autres pays, et pas à des personnes âgées de plus de 55 ou de 65 ans. Ceci n'est pas le fait que ce vaccin ne fonctionne pas ou ne pose des problèmes chez les personnes dans les tranches d'âge les plus âgées, mais simplement parce que les données sont extrêmement limitées ou parfois totalement absentes dans les tranches d'âge en question. Nous attendons très clairement des données supplémentaires pour ces tranches d'âge qui doivent venir d'une part d'une large étude qui est en cours et qui se termine aux États-Unis où un tiers de la population de l'étude avait plus de 65 ans et aussi avec beaucoup d'impatience des données du terrain de la vaccination en Grande-Bretagne où depuis début janvier les Anglais ont vacciné massivement y compris dans les maisons de repos, avec le vaccin AstraZeneca. Ces données devraient être disponibles dans les semaines qui viennent et pourraient faire réévaluer, bien sûr, notre position à ce moment-là. Il faut souligner que des structures comme l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la semaine dernière qu'elle reconnaissait ce vaccin comme étant adéquat jusqu'à, y compris, des personnes de plus de 65 ans. Et que dans l'agrément donné par l'Agence européenne du médicament, l'EMA, il n'est pas dit qu'on ne peut pas le donner. Il est dit que ce vaccin est en principe sans restriction d'âge. Dans un schéma de vaccination tel qu'il a été adopté par la Belgique pour le vaccin AstraZeneca, avec 12 semaines d'intervalle, et pas 4 à 8 semaines, mais 12 semaines d'intervalle entre les deux injections, il faut bien savoir qu'on a alors une efficacité de l'ordre de 82% sur les formes légères à modérées de la pathologie. Et que si on considère les formes graves, celles qui entraînent une hospitalisation, éventuellement même un décès, on a une protection de 100%. Ce qui est indéniablement d'excellents résultats et qui montre que ce vaccin, dans le groupe d'âge pour lequel on a des données, est un vaccin qui rejoint les vaccins de Pfizer et de Moderna quant à leur impact en santé et en santé publique. Il est clair aussi que de par le monde, essentiellement en dehors de l'Europe, un certain nombre de pays ne disposent que du vaccin d'AstraZeneca. Nous avons en Belgique, comme dans beaucoup de pays européens, la chance d'avoir plusieurs vaccins, d'avoir aussi d'autres vaccins comme les vaccins à ARN. Et ceci nous permet de réserver ces vaccins aux personnes les plus âgées, les plus fragiles pour, je le dis à nouveau, lesquelles nous ne disposons pas encore actuellement des données pour le vaccin AstraZeneca. Dès que des données complémentaires seront disponibles, eh bien, éventuellement, nous reverrons bien sûr notre position et ceci vous sera alors communiqué. Il faut vraiment insister sur le fait que le principe des campagnes de vaccination, telles qu'elles sont pratiquées ici, dans un cadre d'une pandémie, c'est de prévenir les formes les plus sévères de la pathologie. Et pour ceci, tous les vaccins dont nous disposons actuellement en Belgique montrent une protection adéquate et peuvent être administrés en toute sécurité. Dit déjà à plusieurs reprises, il est tout à fait normal dans le monde des maladies infectieuses et entre autres dans le monde de la virologie, j'ai envie de dire encore plus avec des virus à ARN comme celui auquel nous sommes confrontés, d'avoir l'apparition de mutants et qu'il est une loi de la nature que survit celui qui a des avantages sur un autre. Et un des avantages potentiels, bien sûr, d'un mutant, c'est d'avoir une meilleure facilité pour contaminer, se propager et se multiplier. On voit dans beaucoup de pays, comme en Angleterre ou d'autres pays européens, que le variant prend petit à petit plus de place. C'est le cas également chez nous, on l'a dit, même si actuellement, et ça grâce aux mesures qui sont en place déjà de longue date, on est
heureusement surpris que l'augmentation est relativement plus lente que celle que l'on avait craint, puisqu'on pensait déjà que ce variant pour fin février, et on approche de fin février, serait clairement dominant dans notre pays. Or, on l'a dit, aujourd'hui, nous sommes à 37% de ce type de variant. Alors oui, il est fort probable effectivement que ce variant, comme peut-être d'autres variants, occupe petit à petit le terrain et repousse les anciennes formes de souches virales à une minorité des cas. La discussion sur la contagiosité, je pense qu'effectivement on est d'accord pour la majorité des auteurs pour dire que ce variant est plus contagieux. La discussion reste actuellement avec un point d'interrogation concernant la virulence, l'agressivité. Les données anglaises qui montrent dans certains sous-groupes de personnes une augmentation des hospitalisations et des séjours en soins intensifs sont toujours l'objet de discussions et par exemple l'OMS n'a pas encore adoubé, si on peut dire, cette notion et reconnu cette notion. Je pense qu'il faut encore regarder ce point avec une certaine circonspection. Alors d'abord, pour commencer, une petite correction. Comme on l'a dit là tantôt, le chiffre de positivité actuel est de 5,2% et pas de 6,4%. On l'a dit aussi, le nombre de tests pratiqués, et ceci essentiellement à cause des vacances, a diminué ces derniers temps. Et donc cette diminution du nombre de tests, surtout chez les enfants, peut jouer un rôle dans les chiffres que nous constatons. Mais il faut constater d'autre part que les admissions à l'hôpital, globalement, venant de la population générale, sont fort stables, qu'on n'a pas d'augmentation à ce niveau-là, et on l'a dit, on a une diminution venant des maisons de repos et de soins. Des premières données sur les derniers jours nous montrent une très légère augmentation du nombre de nouveaux cas. Il n'est pas impossible, comme on l'a aussi signalé, que sur le plateau sur lequel nous sommes, après une petite diminution, nous ayons à de nouveau une petite augmentation, ces petites bosses que nous constatons depuis des semaines et des semaines. Il faudra bien suivre cela de manière à ce que, si nécessaire, on puisse prendre des mesures pour que ces petites bosses ne se transforment pas en choses plus significatives. Concernant la vaccination, confirmez-vous le maintien des 2 doses systématiques en Belgique, contrairement à la France qui se limite parfois à une seule dose, estimant que les anticorps produits sont suffisants? Alors pour commencer, il faut bien noter qu'il s'agit ici d'une discussion qui ne touche que les vaccins à ARN messager. Ceci ne touche pas du tout le vaccin AstraZeneca dont on a amplement parlé aujourd'hui. Deuxième point, il faut noter que la position française d'une seule dose concerne des personnes qui auraient déjà fait un Covid au préalable, se basant sur le fait qu'elles aient eu un test PCR ou antigénique positif ou qu'elles aient eu une sérologie faite montrant des anticorps. La France, par ailleurs, ne demandant pas qu'un dépistage systématique soit fait, mais qu'on tienne compte simplement de ce qui aurait déjà été fait chez l'individu en question. Alors les données dont on dispose actuellement nous montrent qu'effectivement, chez quelqu'un qui a fait un jour un Covid et auquel on donne une dose de vaccin à ARN messager, présente une augmentation extrêmement importante de son taux d'anticorps et d'anticorps neutralisants vis-à-vis de la souche originelle, celle qu'on appelle la souche Wuhan, venant du nom de la ville chinoise où la pathologie a été découverte, donc des souches qui ont envahi notre pays en février, mars, avril l'année passée. Ce taux d'anticorps est considérable, est égal ou même supérieur au taux d'anticorps produit par 2 vaccins chez quelqu'un qui n'aurait pas fait l'infection au Covid. Par contre, nous disposons actuellement de très peu de données. Elles sont limitées à des tests in vitro chez une dizaine de personnes en bonne santé qui avaient fait l'infection et qui ont reçu le vaccin pour nous montrer une efficacité de cette immunité concernant les nouveaux variants. Et on a parlé des nouveaux variants. On vise ici tout spécialement le variant sud-africain et potentiellement le variant brésilien. On sait que par rapport à ces 2 variants, l'immunité induite par la vaccination en 2 doses
est suffisante, mais est peut-être un peu moins bonne que par rapport à la vaccination et la protection induite par rapport aux souches originelles. Dans ce contexte où les variants, malheureusement, on vient d'en parler dans les questions, vont augmenter au cours du temps, dans les semaines et les mois devant nous, du fait qu'on ne vaccine pas pour ce qui se passe pour l'instant, mais de ce qui va se passer dans le futur, de l'absence de toute donnée clinique prouvant la validité de donner une seule injection, et devant l'absence de toute donnée in vitro au laboratoire concernant cette validité chez les personnes à risque de plus de 65 ans, qui sont celles qui vont être, à partir de début mars, vaccinées largement dans notre pays par les vaccins ARN messagers, il a semblé au Conseil supérieur de la santé plus sage, par principe de précaution, de garder la vaccination en 2 doses, quels que soient les antécédents du patient. Il faut d'ailleurs noter en Belgique que seuls 15 à 20% des personnes ont présenté une infection et qu'il ne s'agit donc pas là d'un gain potentiel énorme de vaccins qu'on pourra administrer à d'autres personnes. Il s'agit par ailleurs là aussi d'une situation, cette situation différenciée en fonction du fait qu'on a fait la maladie ou pas, qui est très difficile à appliquer dans une vaccination de masse, comme est la vaccination actuelle lors d'une pandémie. Enfin, dernier point, les données recensées actuellement d'effets secondaires chez les personnes ayant fait la maladie et recevant la vaccination, telle qu'elle est appliquée massivement au niveau des États-Unis, d'Israël par exemple, ou qui est liée aux données des études d'enregistrement, ne montre pas une augmentation significative des effets secondaires sévères qui pourraient impliquer que les patients auraient des risques à être vaccinés par 2 injections alors qu'ils ont déjà fait la maladie. Pour l'ensemble des arguments, il nous semble, sous réserve de nouvelles informations, que 2 injections de vaccin à tout le monde est plus sûr pour notre population.